Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de macplanet.com. Aujourd'hui, on va faire en deux parties le podcast. Donc, 20 utilitaires que j'utilise au quotidien sur mon Mac. Et je ferai une deuxième partie sur 20 autres, voire même une troisième, d'accord? Donc, on va pas seulement aborder les outils très connus, on va également aborder les outils un peu moins connus, mais tout aussi utiles. Valable pour Mac Intel et pour Mac Apple Silicon. Moi, j'utilise les outils que je vais vous présenter aussi bien sur mon iMac que sur mon MacBook Air M2. Donc, on va voir ensemble de quoi il s'agit. Alors, avant de débuter, je tiens à préciser une chose. On peut utiliser un Mac, oui, c'est possible, sans utiliser aucun logiciel tiers. C'est-à-dire sans avoir à acheter de logiciel supplémentaire. Parce que les outils fournis de base, au quotidien, peuvent suffire. Enfin, moi, dans mon cas, ça me suffit. Parce que j'utilise en général Safari. Donc, j'utilise Homebrew. Donc, voilà. Donc, j'utilise le terminal. J'utilise QuickTime pour tous mes enregistrements vidéo, audio, capture d'écran. Voilà, les logiciels photo. Enfin, voilà. Donc, en général, tout est fourni. On peut fonctionner avec un Mac avec quasiment sans aucune application tierce. Dans l'absolu, hein, voilà. Donc on va commencer par le premier, donc on va en présenter 20. Moi, ce que j'aime bien Resolutionator, donc Resolutionator. De toute façon, je ne vais pas les épeler tous un par un parce que ça va prendre du temps, mais ce qu'on va faire, c'est que je mettrai en descriptif du podcast les liens pour les télécharger, d'accord? Donc Resolutionator, donc que j'aime bien. Donc à chaque installation de Mac, moi il me faut Resolutionator. À quoi sert Resolutionator? Ben, tout simplement, il se greffe dans la barre des menus, donc la barre du haut du Mac, et vous pouvez facilement changer de résolution. Parce que même si vous avez forcément un Mac qui a un écran Retina, donc moi j'ai un écran 5K, mais on ne travaille pas toujours en résolution 5K. On peut travailler en 5K lorsqu'on fait de la photo, du montage vidéo ou autre. Mais lorsqu'on fait du traitement de texte, on peut vouloir travailler en une résolution plus basse, voilà, en 2560, voilà, par exemple, enfin 1440, tout dépend. Donc et comme on est constamment en train de changer de la résolution graphique de l'écran, selon l'activité qu'on est en train de faire, ben lui, il nous permet en un clic de passer d'une résolution à l'autre, sans avoir à ouvrir les réglages système. Donc Resolutionator, donc qui permet de switcher d'une résolution à une autre en un tour de main. Pas mal du tout. Second utilitaire indispensable pour moi, c'est Magnet Pro. Donc M-A-G-N-E-T, comme un magnet en fait, comme un aimant, Pro. Alors lui, il vient combler une faille de macOS pour moi. C'est-à-dire que sous Windows, vos fenêtres, vous pouvez automatiquement les aimanter, ou à gauche de l'écran, ou en haut, ou à droite, ou en bas, pour les organiser à votre façon. Si vous travaillez comme moi sur un grand écran, donc sur un écran 27 pouces et au-delà, ben vous pouvez facilement réorganiser les fenêtres en les aimantant avec Magnet. Magnet, il y a deux versions. Il y a la version Magnet normale, de base, et la version Pro qui est payante. Mais on peut se contenter de la version gratuite. Donc on peut aimanter les fenêtres facilement. Si on travaille avec deux fenêtres, par exemple, vous rédigez un article, vous rédigez un mémoire, ben vous pouvez avoir sur la page de gauche votre plan, sur la page de droite, votre côté rédactionnel. Donc vous pouvez scinder, en fait, donc, pour être clair, l'écran en plusieurs parties. Et lui aussi, il se greffe dans la barre des menus. Donc on choisit facilement où on veut positionner les fenêtres sur l'écran. Donc deux tiers à gauche, une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. Enfin voilà, on peut facilement les aimanter là où on veut. Il suffit de prendre le ruban de la fenêtre et de l'amener là où on veut. Ce qui permet d'avoir un espace de travail aménagé à sa façon. Et ça, macOS ne le permet pas de base. Enfin, il le permet, mais très mal. Donc ça vient vraiment combler une faille, comme je disais tout à l'heure. Troisième utilitaire, indispensable ou non, ça c'est à vous de le dire, c'est Clean My Mac X. Alors ça c'est un logiciel un petit peu, pêle-mêle, il fait tout. Il permet de nettoyer le Mac, de supprimer les fichiers dont on n'a pas besoin, de désinstaller des applications proprement,
Qu'est-ce qu'il peut faire? Il surveille les fichiers malveillants, alors les malwares et autres compagnies, hein, donc en scannant la RAM du Mac. Vous pouvez optimiser le démarrage en supprimant les applications qui se lancent au lancement et qui ralentissent l'ouverture de session. Vous pouvez entretenir votre Mac, donc voilà, donc en nettoyant, c'est-à-dire en nettoyant, en vidant le cache DNS, en nettoyant les fichiers obsolètes et inutiles, choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil qui sert pratiquement à tout. Voilà. On peut mettre à jour aussi les applications. Voilà. On peut voir en un coup d'œil l'occupation de l'espace de stockage du SSD. Bon, là par exemple, j'ai un SSD de 1 Tera. Ben, je peux voir en un coup d'œil quel programme occupe le plus mon SSD. Et voilà, je viens de le lancer. Et jusqu'à quel point. Ce qui vous permet de faire le ménage sur le SSD et pour libérer de la place et de vous débarrasser de ce qui sert à rien. Donc vous pouvez aussi nettoyer toutes les traces de navigation, les cookies, enfin voilà, cookies et compagnie. Cookies, pas forcément néfastes, hein, mais cookies tout simplement, cookies de navigation. Voilà, donc Clean My Mac. Si vous ne souhaitez pas investir, parce que c'est un logiciel payant, dans Clean My Mac, moi je vous conseille dans ce cas-là de prendre le logiciel gratuit que je conseille souvent, c'est Onyx. O-N-Y-X. Donc il est en français aussi, hein. Traduit en français, gratuit. Il existe une version d'Onyx pour chaque version de macOS et de macOS X. OX par exemple, Onyx 4.5.4 pour Sonoma, c'est la dernière version. Mais si vous êtes sous Ventura, sur Monterey, sur, bon, n'importe, hein, sur Catalina, sur Icira, il y a une version dédiée pour chaque OS. Alors, l'interface est moins conviviale que Clean My Mac X, mais on arrive à faire les mêmes choses. Alors, on vide les caches, on nettoie les fichiers obsolètes, voilà, les fichiers de langue qui servent à rien, voilà. Donc, voilà. Donc, ou vous allez vers le payant avec Clean My Mac X, qui est la référence, pour moi, c'est vraiment la référence. Ouais, voilà. Ou vous allez vers le gratuit parce que vous n'avez pas envie de payer, ben pourquoi pas, sur le Onyx. Alors, autre logiciel, quatrième sur 20, que j'aime vraiment beaucoup, moi c'est Transmission BT. BT pour BitTorrent. Donc c'est un client de téléchargement de fichiers BitTorrent. Bon, bien sûr, on peut télécharger avec tout ce qu'on veut, hein. Du légal de préférence. Donc il permet de télécharger tout voilà, tout ce qui est téléchargeable. Les fichiers torrent et les fichiers magnet, vous pouvez tous télécharger sur Internet avec transmission. Ça plante pas, c'est très stable. Il existe aussi une version, on peut l'utiliser en mode GUI, donc avec une interface graphique, ou bien uniquement avec le terminal du Mac, ou même l'installer sur un serveur, sur un NAS. Moi je l'ai installé par exemple sur mon Synology, et on peut télécharger des fichiers, programmer le téléchargement, planifier, donc programmer, planifier. On peut suivre à distance où en sont les téléchargements, donc si vous téléchargez des films, des séries, des musiques, voilà. Des versions d'Ubuntu, voilà. Donc voilà, on peut télécharger autant de distributions Linux en BitTorrent qu'on veut, tout ce qu'on veut, hein, d'accord. Bon, la plupart des gens qui utilisent Transmission, ils savent de quoi je parle. Donc Transmission BT, qui est gratuit. Et l'alternative à Transmission que j'aime bien pour le téléchargement, donc je ne l'ai pas mis dans la liste, mais je l'aime bien aussi, c'est QBitTorrent. Donc Q comme la lettre Q et BitTorrent. Donc ça c'est vraiment le deuxième client de téléchargement BitTorrent que j'aime bien. C'est QBitTorrent. Donc, mais dans cette partie de dossier, on va se contenter de Transmission BT, qui est la référence sur Mac depuis des années. Voilà, c'est un logiciel libre, hein, si je ne me trompe pas. À vérifier, hein, mais je crois qu'il est libre. Il est gratuit, mais je ne suis pas sûr qu'il soit libre. Enfin bon, en tout cas, il n'est pas payant, ça c'est certain. Voilà, donc voilà, il est open source, c'est bien ça, c'est un logiciel libre, d'accord. Voilà, donc cinquième logiciel que j'aime bien. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, hein, il y a peut-être certains logiciels que vous connaissez déjà, puis j'espère qu'il y en a d'autres que vous allez découvrir et que vous allez peut-être adopter. J'essaye le plus possible de mettre des gratuits ou des logiciels open source, voilà. Mais après, si vraiment il n'y a pas d'alternative en gratuit, ben là, forcément, je préconise du payant. Mais si on peut éviter le payant, ben voilà, et même faire des donations,
à ceux qui font les logiciels, c'est aussi bien, d'accord? Donc voilà, pour enregistrer de l'audio, donc un éditeur de son, bon, il y a toute la série des Adobe, mais moi je ne conseille pas trop. Moi je préfère Audacity. Audacity qui existe sur Mac, sur Windows, sous Linux, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, je crois qu'il est... Ouais, Audacity il est sur Linux, hein, il me semble. Oui, c'est ça, ouais, il est sous Linux. Ben voilà, je trouve que c'est pas mal, parce que Audacity, on peut éditer du son, un simple micro, le micro de votre iPhone, un micro spécial podcast, ce que vous voulez. Moi, j'enregistre par exemple les podcasts avec Audacity. Parce que j'aime bien, il est fluide, il est simple, il est stable. Donc ça plante pas, voilà, ça c'est important. Hein. Et donc c'est un logiciel, audio numérique. Il prend en compte tous les formats audio existants les plus connus. MP3, WAV, AIFF, donc l'AIF, le FLAC, l'OGG. Voilà, donc il est sous licence libre. Et aucun problème d'enregistrement. Vous pouvez faire une session de podcast de 2 heures, ça plante pas, hein, c'est stable. C'est gratuit, c'est stable, donc pourquoi s'en priver? Donc Audacity, donc très connu dans le monde Windows, et qui est aussi présent sur Mac. Pour le montage vidéo, alors si vous postez des vidéos sur YouTube, podcast, et que vous aimez faire du petit montage vidéo un peu rapide, voire même un peu plus poussé, beaucoup de gens sont sur Mac, ils ont un mono-usage du Mac, c'est-à-dire qu'ils utilisent que Final Cut Pro par exemple, bon, ou bien Adobe Premiere. Il y a 2 écoles, hein, l'école des Final Cut Pro et l'école des Adobe Premiere. Moi j'utilise plutôt Filmora, donc Filmora, Filmora, donc de l'éditeur Wondershare, très connu aussi. Parce que Filmora, je trouve qu'il est facile à prendre en main. Les filtres sont très sympas. Il est très stable. Il y a des formats de sortie préenregistrés pour l'usage qu'on va en avoir. Donc, si vous faites un montage vidéo pour TikTok, pour YouTube, Instagram, ce que vous voulez, tous les formats de sortie sont prévus à la base pour optimiser le projet. Et c'est moins complexe à prendre en main, je trouve, que Final Cut. Donc Filmora, que moi j'adore. Voilà, pour le montage vidéo. Vidéo et audio, parce qu'on peut appliquer des effets audio, des effets vidéo, des filtres, tout est possible. Autre catégorie, donc on en était au 7ème, donc Myst, M-I-S-T, à ne pas confondre avec Myst, M-Y-S-T, le jeu vidéo. Donc Myst, M-I-S-T, que j'adore. Alors qu'est-ce que c'est Myst? J'ai déjà présenté un article sur MacPlanet. Myst, c'est un logiciel qui est gratuit, qui permet de télécharger depuis votre Mac n'importe quelle version de Mac OS X jusqu'à macOS, hein, jusqu'à la dernière version de macOS, par exemple. Donc, plutôt que de passer par l'App Store pour télécharger des versions, diverses versions des systèmes d'exploitation pour Mac, vous pouvez directement passer par Myst, M-I-S-T, et il va vous proposer par défaut de télécharger la version. Il va vous proposer uniquement les versions compatibles avec votre Mac. C'est-à-dire que si vous avez un Mac de 2015, il ne va pas vous proposer une version de macOS antérieure à l'année de construction, de fabrication de votre Mac. Donc vous êtes sûr de ne pas vous planter. Donc par exemple, là je suis sur un iMac 2019. Là il me propose macOS Mojave, Mojave, comme on veut, Catalina, Big Sur, Monterey, Ventura et Sonoma. Donc là je peux télécharger l'un des 6 systèmes d'exploitation. Donc en un clic. En un clic, je télécharge une image d'IMG sans passer par l'App Store, sans m'embêter. Et je peux créer dans la foulée une clé USB avec l'outil interne. Il y a un outil intégré qui permet, une fois le fichier téléchargé, de créer à la volée, de créer une clé USB, une clé de démarrage, une clé de bootable, c'est-à-dire une clé qui va vous permettre de réinstaller votre système sur un Mac endommagé ou autre, voilà.
ou bien de réinstaller par-dessus, hein, sur un Mac où il y aurait des fichiers altérés, par exemple. Donc Mist, c'est un indispensable. MIST. C'est vraiment pour moi le meilleur. Voilà. Ensuite, alors ce que j'aime aussi comme logiciel, c'est donc le huitième, c'est IINA. Donc IINA, comme voilà, INA. C'est un lecteur multimédia. Pour moi, il est mieux que VLC en ce sens il existe, il y a une version pour Mac Intel et pour Mac Apple Silicon dédiée. Et j'aime bien INA parce qu'en fait, bon ben, comme VLC, il lit n'importe quel format vidéo. Vous pouvez aussi, il prend en charge les sous-titres. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses, hein, INA. Voilà, il est léger en mémoire. C'est un logiciel libre. Donc voilà, ça occupe pas beaucoup de mémoire. Et c'est fluide, hein, c'est très fluide. Pour moi, VLC, avant j'utilisais VLC, je trouve que VLC est toujours bien, hein. VLC, c'est bien pour faire du streaming avec une Apple TV, avec un iPad. C'est pas mal pour ça, à ce niveau-là. Quoique INA fait aussi du streaming, hein, je crois. Donc ça, c'est à vérifier, je sais plus. Faut que je regarde. Voilà, mais enfin, VLC, je trouve qu'avec le temps, il a pris un peu de lourdeur. Et INA, il est beaucoup plus simple d'accès. On peut ouvrir un fichier depuis une adresse, depuis une URL, un fichier, une vidéo locale. Vous avez téléchargé un film, une série, voilà. Vous pouvez créer une playlist, télécharger, faire ce qu'on veut vraiment avec un média vidéo, sans contrainte. Voilà, moi j'aime assez. J'aime assez. Et bien sûr, il est traduit en français. Tous ceux dont je parle sont traduits en français, hein, pour la plupart. Il y a un mode clair, un mode sombre, voilà. Il gère toute forme de sous-titres, hein, mais vraiment tout. Voilà. Donc, c'est-à-dire les SRT, les compagnies, quoi, voilà. On peut directement télécharger les sous-titres en ligne sur opensubtitles.com ou d'autres, hein, voilà. Donc, c'est assez sympa, IINA. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est le lecteur vidéo. Et donc je choisis, donc volontairement je ne choisis pas VLC, parce que je trouve que VLC, même s'il est sympa, ne me convient pas. Et le seul usage que je peux avoir de VLC, c'est uniquement quand je veux streamer une vidéo de mon iPhone ou de mon Mac vers mon Apple TV. Et sinon, je n'ai pas l'usage de VLC. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de VLC par rapport à INA. Voilà, mais bref. Après, chacun voit. Alors, dans la vague, oui, dans la vague, de ChatGPT, hein, dans l'effervescence de ChatGPT, il y a un outil que j'ai présenté que j'aime beaucoup, c'est MacGPT, MAC et GPT, hein, comme ChatGPT, vous l'avez compris. Donc voilà, donc MacGPT, à quoi il sert? Il se greffe dans la barre des menus et il met à votre disposition ChatGPT. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez converser avec ChatGPT, voilà, sans avoir à lancer l'application ChatGPT ou sans aller sur le site d'OpenAI ou d'OpenAI, je sais plus. L'un des deux, peu importe. Voilà. Donc j'aime bien MacGPT. Voilà, donc on pose sa question, on a une réponse structurée. Il prend en charge la version ChatGPT 3.5 gratuitement. Après, vous pouvez payer pour avoir le ChatGPT 4.0 ou autre. Mais la version 3.5 suffit largement à couvrir pas mal de thématiques. Donc si vous voulez avoir ChatGPT à portée de main, c'est vraiment MacGPT. Il est vraiment super. Ensuite, le 11e logiciel que moi j'aime toujours bien, voilà. C'est lequel alors? C'est Only Office. Only, seulement, et seulement Office. Donc c'est un logiciel libre aussi. C'est la suite bureautique. Donc Word, enfin, c'est une alternative à Microsoft Office 2021 sur Mac. Si vous voulez pas payer une licence ou de Microsoft Office, vous pouvez directement aller sur Only Office. Parce que l'avantage d'OnlyOffice, c'est qu'il possède tout comme Microsoft Office, mais tout en gratuit, hein. Donc, il ouvre n'importe quel document, voilà, avec son traitement de texte, n'importe quel tableur,
Il y a un respect il y a un respect des, comment dirais-je, il y a un respect des fichiers à l'importation et à l'exportation. C'est-à-dire que si vous importez un document, je dis n'importe quoi, si vous importez un document Word au format docx ou doc, ben le document que vous allez ouvrir, il est bien restitué. Il n'y a pas de faute de mise en page sur l'importation de documents, ou bien un fichier XLSX, voilà. Il est super compatible en fait avec avec les fichiers Office. Donc il y a documents, il y a classeur, donc classeur c'est l'alternative à Excel, document c'est l'alternative à Word, présentation c'est l'alternative à PowerPoint, et on peut même créer des formulaires très facilement. Donc si vous voulez créer des formulaires numériques, c'est très facile. Donc OnlyOffice. Alors bien sûr, il existe plein d'alternatives de suite bureautique gratuites, mais moi j'aime bien OnlyOffice. J'aime pas trop LibreOffice, bon, voilà, parce que je trouve qu'il y a toujours des problèmes d'importation et d'exportation de fichiers. On arrive à les ouvrir, mais on arrive à les exporter, à les sauvegarder, mais on n'arrive pas toujours à les ouvrir sous d'autres traitements de texte. Par exemple, si j'ouvre un document Excel ou bien Word avec LibreOffice, donc je le crée avec LibreOffice, je le sauvegarde. Si je donne le fichier à quelqu'un d'autre pour qu'il l'ouvre avec Microsoft Office ou avec d'autres, ben, y a toujours des problèmes de mise en page. Donc LibreOffice, je ne l'aime pas. Moi, je le dis clairement, je l'aime pas. Je préfère OnlyOffice, qui sur Mac, pour moi, c'est la bonne référence. Voilà. Bon, cela dit, peut-être que LibreOffice a fait des progrès, hein, mais la dernière version en date que j'avais essayé, j'avais eu beaucoup de problèmes. Donc, voilà, je préfère OnlyOffice. Ok, ensuite bureautique. Le 12e logiciel que j'aime bien, c'est Crystal Fetch. Alors Crystal, bon, comme je dis, je marquerai le lien en descriptif. Crystal comme le cristal, C-R-Y-S-T-A-L, et Fetch, F-E-T-C-H. Qu'est-ce que c'est Crystal Fetch? C'est un super logiciel, je vais vous expliquer. Il permet de télécharger, sans passer par le site de Microsoft, vous pouvez télécharger n'importe quelle version de Windows 11, Windows 10. Alors Windows 11 ou Windows 10 en version Intel, donc 64 bits, ou bien version Apple Silicon, si vous avez une puce M1, M2, M3. Donc là, vous allez pouvoir choisir la langue, la version du Windows. Donc si je veux, par exemple, si je veux faire un dual boot macOS Windows sur un Mac Intel, ou si je veux installer Windows 11 dans une machine virtuelle, voilà, je télécharge directement l'image que je veux, donc avec Crystal Fetch, et ça va très vite. Hein. Mais ça provient des serveurs de Microsoft aussi, mais c'est une interface qui est beaucoup plus conviviale et plus rapide. Donc on peut télécharger Windows 11, Windows Entreprise, voilà. Tout est là en fait. Hein. C'est vraiment génial. Voilà. Donc Crystal Fetch. Et ouais, donc on peut télécharger, donc j'avais dit oui, Windows 11 ou Windows 10, et on peut également choisir la build. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre la dernière version de Windows 11 s'il y a des problèmes constatés. Vous pouvez prendre aussi la version, j'ai dit n'importe quoi, la 23H2, si vous préférez, à la 23H, hein, peu importe. Donc version Home, version Pro, version Home N, Pro N, version Team, toutes les versions de Windows sont là en un clic. En un clic, vous téléchargez un ISO, un fichier ISO de Windows 11, et puis vous pouvez l'exploiter sur votre Mac Intel ou sur votre Mac Silicon. Crystal Fetch. Donc ça c'est plus pour les bidouilleurs, hein, voilà. Alors souvent j'ai beaucoup de gens sur le forum qui me contactent, ou bien en commentaire d'articles, qui ont du mal à créer une clé USB de démarrage de macOS. Alors pour mémoire, à quoi sert la clé USB de démarrage? Elle sert à démarrer son Mac s'il est en panne. Elle sert à réinstaller macOS si vos fichiers système sont corrompus. Si vous décidez de formater votre Mac et de faire un redémarrage à zéro, tout formater et réinstaller macOS dessus. Donc il vous faut une clé de démarrage, une clé USB bootable. On peut dire en anglais ou en français, clé USB de démarrage ou clé USB bootable. Peu importe, c'est pareil. Alors pour tous ceux qui n'arrivent pas ou qui n'aiment pas utiliser le terminal du Mac, moi j'adore parce que je suis né là-dedans. Utiliser le terminal, pour moi, le terminal, c'est ma troisième main, entre guillemets.
Bon, bref, j'aime bien utiliser le terminal. Mais si vous n'aimez pas le terminal et si vous êtes allergique au terminal, ben, il existe un utilitaire qui permet de créer des clés USB de démarrage sur Mac. C'est Install Disk Creator. Install Disk Creator. Donc c'est un logiciel qui est aussi gratuit, toujours. Donc, qui est gratuit. Il vous faut uniquement une image disque de la version de macOS dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de Ventura, de Sonoma, de Monterey, de Big Sur, de Catalina, vous téléchargez le fichier DMG. Vous pouvez le télécharger avec Mist, que j'ai conseillé en logiciel numéro 7. Ensuite, vous branchez votre clé USB sur votre Mac, et lui, en fait, il va vous assister pour créer la clé USB de démarrage. Vous n'avez pas de ligne de commande à taper, et vous êtes sûr que votre clé de démarrage, elle est fonctionnelle. Donc, sans avoir à mettre en fait les mains dans le cambouis, on dispose d'un outil qui utilise quand même le terminal, mais vous ne le verrez pas, puisque l'interface, elle est graphique. Mais qu'il fait de manière transparente, et donc c'est pas mal pour les débutants, ou pour les gens qui supportent pas l'usage du terminal. Ce que je peux comprendre, hein, parce que quand on est sur macOS et qu'on utilise le système d'exploitation, l'un des systèmes d'exploitation les plus avancés, bah c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'utiliser la ligne de commande. Ça, je peux comprendre aussi, surtout quand on débute. Mais quand on est un utilisateur avancé, on se rend vite compte qu'on a besoin du terminal. Mais ça, c'est un autre débat. Bref. Donc, Install Disk Creator qui permet de créer des disques de démarrage de macOS. Parce qu'il faut toujours avoir un disque de démarrage de macOS. Parce que le Mac peut ne pas démarrer un jour. On peut toujours avoir une panne suite à une mise à jour. Donc, il faut toujours avoir un deuxième recours pour pouvoir redémarrer le Mac. Si la restauration système ne fonctionne pas, si l'image disque elle est altérée, vous aurez forcément besoin d'une clé USB. Donc c'est toujours bon de créer une clé USB en amont et de la garder dans un coin. Comme on faisait à l'époque, hein, on gravait macOS ou bien Windows, si vous étiez sur Windows, on gravait en fait une image du système qui permettait de réinstaller le système en cas de problème, en cas de panne, et de repartir à zéro sur les bonnes bases, sans avoir à amener sa machine dans un Apple Store ou autre. Vous pouvez vous dépanner vous-même, tout simplement. Donc gratuit, toujours gratuit. Alors, quand on est sous Mac Intel, et a fortiori sous Mac Apple Silicon, on a besoin... Bootcamp n'existe pas sur Apple Silicon. Donc on a besoin de créer des machines virtuelles. Si vous voulez installer d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac, parce que moi, par exemple, j'utilise une Linux, Debian, Kali, Ubuntu. Donc vous pouvez installer autant de versions, autant de systèmes d'exploitation alternatifs que vous voulez sur votre Mac, Windows, Ubuntu, Debian, Fedora, enfin peu importe. Des distributions GNU Linux, il y en a à gogo, hein, peu importe. Donc pour ça, habituellement, quand on est sur un Mac Intel, on utilise Bootcamp, donc l'assistant Bootcamp. Mais comme il n'existe plus depuis quelques années sur les Apple Silicon, puisque ça n'existe plus, la compatibilité avec les processeurs Intel, elle est différente sur Mac Apple Silicon. On utilise Rosetta pour les applications, mais pour installer plusieurs OS, nativement, c'est très difficile. Soit on installe une Asahi Linux, j'ai fait un tutoriel, ce qui est un peu compliqué pour les débutants, ou soit on utilise Linux dans les machines virtuelles. Et pour ça, l'outil que j'aime bien, c'est pas Parallel Desktop. Parallel Desktop, il est payant. Il fait bien le job, hein, ça c'est pas la question. Mais si on peut éviter de payer une licence annuelle pour un logiciel qu'on utilise de temps à autre, je sais pas. Je trouve qu'il est sympa, mais son seul défaut, c'est d'être payant. Et que la licence, je trouve que le prix de la licence est un petit peu excessif par rapport au service qu'il rend. Alors moi, pour en arriver là où je veux l'arriver, le logiciel que j'aime bien, le 14e donc de la liste, c'est UTM. UTM, donc c'est vraiment le logiciel parfait pour créer des machines virtuelles sur Mac. Donc très facile à prendre en main. On peut le télécharger depuis le Mac App Store ou directement en allant sur le site de mac.getum.app. Donc UTM, c'est vraiment pour moi le meilleur logiciel de virtualisation
si vous êtes sous un Mac Apple Silicon M1, M2, M3. Vous pouvez facilement monter des images et déployer un système d'exploitation sans chambouler en fait la configuration de macOS en toute transparence. Et vu que l'Apple Silicon est très puissant, on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas dans un système d'exploitation natif. On a l'impression d'être sous un système d'exploitation natif, alors qu'on est dans une machine virtuelle, parce qu'on peut l'utiliser en fenêtre ou en plein écran, comme parallèle desktop. Il y a aussi VMware, mais VMware aussi c'est un payant, très bon aussi mais payant. Donc moi je m'oriente vraiment vers UTM que j'aime bien. Et le deuxième que j'aime bien, qui est aussi gratuit et libre, c'était... alors attendez, il faut que je le retrouve. C'était... comment s'appelle-t-il encore Ah, j'ai un trou de mémoire. Voilà. Voilà. C'est Virtual Buddy. Virtual Buddy. Donc VIRTUAL BU2DY. Donc mes deux préférés, c'est UTM et Virtual Buddy, pour créer des machines virtuelles de Linux, de Windows, sous Apple Silicon. Donc voilà. C'est indispensable si vous voulez découvrir d'autres systèmes d'exploitation, si vous êtes des développeurs, bon voilà, vous en aurez peut-être l'usage. Voilà, simplement. Donc UTM, je conseille. Que veut dire UTM? Je ne sais pas, faudrait vérifier. Ah oui, et ce que j'aime bien dans UTM, c'est qu'il y a une galerie où on peut télécharger des images clés en main. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller, si vous voulez Debian, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site de Debian, télécharger le fichier ISO et configurer la machine virtuelle. Vous pouvez directement télécharger des machines virtuelles préconfigurées. Alors Arch Linux, Debian, Fedora, Kali, macOS, Ubuntu, Sun Solaris, React, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows XP. Donc vous pouvez déployer une machine virtuelle en quelques minutes sans avoir à la paramétrer. Donc il n'y a pas de technicité exigée à l'entrée. Donc il suffit d'aller sur mac.getum.app, donc 2P, app, et vous allez dans l'onglet Galerie, et là vous pouvez télécharger une machine virtuelle. Et si vous avez envie de voir à quoi ressemble Ubuntu, à quoi ressemble Debian, pour pouvoir l'installer plus tard, vous pouvez le faire sans prendre de risque. Et vous la testez, et vous installez vos logiciels, voilà. Donc pas mal. UTM ou bien, je précise, Virtual Buddy. Les deux sont possibles. Mais moi j'ai un petit faible pour UTM. Ensuite, pour l'édition graphique, le montage de photos, ce qu'on appelait vulgairement comme ça à l'époque, pour le traitement d'image en fait, tout simplement, le traitement d'image. Habituellement, lorsqu'on est sous Mac, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont télécharger Adobe Photoshop. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens d'acheter une licence pour Adobe Photoshop, d'accord? Donc si vous n'avez pas les moyens d'acheter une licence pour Adobe Photoshop, plutôt, parce que maintenant les licences, c'est un abonnement mensuel, hein, c'est comme Netflix, on s'abonne. On s'abonne pour avoir le droit d'utiliser Adobe Photoshop. Donc ça c'est, voilà. Donc c'est 26 € par mois. Mais si vous n'avez pas envie de payer 26 € par mois pour un logiciel de traitement d'image, même s'il y a de l'IA dedans et tout ça, pourquoi pas, moi je conseille de prendre un logiciel, un autre logiciel qui fait pareil, presque en mieux, même quasiment en mieux. Enfin moi pour mon usage, ça me suffit. C'est Pixelmator Pro. Alors Pixelmator, voilà, Pixelmator et Pro, plus loin Pro. Pixelmator Pro, je l'adore parce qu'il est facile à prendre en main. Il fait tout bien comme Photoshop. Le prix d'une licence pour Pixelmator Pro, c'est beaucoup plus abordable que pour Adobe Photoshop, ça va de soi. Pixelmator Pro, vous allez payer 49 $ en one shot, c'est-à-dire en une seule fois. Et puis vous avez votre logiciel. 49 $, donc, ce qui veut dire 60 €, voilà, donc, en équivalence. 60 € la licence, bon, moi je trouve que pour 60 €, on arrive à faire tout ce qu'on veut avec. Et donc il y a beaucoup de filtres, il y a tout, hein. Vous pouvez injecter du texte, utiliser les masques, tout comme Photoshop, pareil en mieux, voilà, et beaucoup moins cher. Et si vraiment vous ne voulez pas payer de logiciels de traitement d'image sous
sous Mac, donc si vous êtes sous macOS, ben, vous pouvez toujours télécharger les classiques, hein, les logiciels gratuits comme... comment s'appelle-t-il J'ai un trou de mémoire encore. Je vous le donne un instant. Je connais que lui, mais son nom ne me revient pas. Donc, c'est... ça me revient pas là. Je l'ai en tête, mais ça me revient pas. En fait, il existe un logiciel gratuit de traitement d'image sur Mac. Et le nom ne me revient pas. C'est terrible, ça. Ah oui, voilà, c'est GIMP. Bien sûr, c'est GIMP. G-I-M-P. Je suis désolé. Donc, c'est GIMP, G-I-M-P, qui permet de faire tout pareil que Photoshop et qui est gratuit. Donc, si vous ne voulez pas payer de licence pour Pixelmator Pro, vous téléchargez gratuitement GIMP. G-I-M-P. GIMP, qui est sous Mac, Windows et Linux. Voilà. Donc, GIMP et le site, c'est gimp.org. Donc vous pouvez télécharger facilement GIMP. Et on peut s'affranchir comme ça d'une licence encore Photoshop et autres. Alors, une application que j'aime bien, que vous connaissez peut-être, ça s'appelle Crossover. Donc comme un SUV, mais sauf que c'est pas un SUV. Hein. Voilà. Crossover. Donc en un seul mot, Crossover. C-R-O-2-S-O-V-E-R. Alors Crossover, par contre c'est un logiciel payant, ça c'est vrai. Mais ça vaut le coup de le payer celui-là. Parce que lui, si vous êtes sous Mac Intel et que vous n'avez pas installé de partition Bootcamp pour faire tourner les jeux Windows, ben vous pouvez directement lancer les jeux Windows avec Crossover. Et, Mac Intel ou bien Mac Silicon, hein, les deux. Donc moi j'ai réussi à faire tourner Diablo 4, j'ai fait le tutoriel. Hein. Diablo 4, on peut faire tourner un tas de jeux qui sont prévus que pour environnement Windows sous Mac. Quand Baldur's Gate 3 n'était pas encore sorti sur Mac, ben, je l'ai fait tourner avec Crossover aussi. Donc Diablo 4, Baldur's Gate 3, voilà. On peut faire tourner beaucoup de jeux Windows qui n'existent pas en version macOS, justement. Donc si vous êtes un joueur, parce que là je m'adressais, vous l'avez compris, hein, aux joueurs, ben, Crossover, c'est pas mal du tout. Un petit peu complexe parfois, mais moins complexe que d'autres. C'est mieux que d'utiliser le terminal. Hein. Donc voilà, il y a quand même une interface graphique, voilà, avec des fenêtres et autres. Et on est quand même guidé pour créer ces bottles, comme on dit. Voilà, donc c'est ça. Donc Crossover. La 17e application que je trouve utile dans le cadre de ce dossier, c'est Paragon NTFS for Mac. Donc Paragon NTFS pour Mac. Paragon NTFS, c'est quoi ? Parce que faut peut-être commencer par le commencement. Quand on est sous macOS, on peut lire des clés USB ou des disques externes formatés en NTFS. NTFS, c'est le format de Windows, c'est le formatage de Windows. Mais on ne peut pas écrire. Donc, si vous avez une clé USB ou un disque externe que vous branchez sur votre Mac, vous pouvez lire son contenu, mais vous ne pouvez pas enregistrer dessus. Et pour pouvoir enregistrer un NTFS, il faut installer un logiciel tiers. Et le logiciel tiers que moi j'ai retenu et que moi j'utilise depuis des années, c'est Paragon NTFS for Mac. Donc il ne coûte pas très cher, mais il va vous rendre des services incroyables. Il y a aussi d'autres alternatives. Il y a Tuxera, Tuxera. Donc il y a Paragon NTFS, il y a Tuxera. On peut installer aussi des pilotes libres, hein, avec, je pense en l'occurrence à... c'est MacFuse, je crois, je sais plus. Ouais, c'est avec MacFuse. Mais c'est la procédure, je trouve que ça marche moins bien et ça altère le support. Alors, si vous mettez une clé USB avec dessus des vidéos que vous voulez brancher sur votre téléviseur ensuite, la clé USB, bah mieux vaut la formater en NTFS depuis votre Mac ou depuis Windows, peu importe, avec Paragon NTFS, et vous copiez vos fichiers dessus, et elle est directement lisible sur votre box Android, sur votre télé, ou autre. Parce que si vous la formatez, au format APFS, ça fonctionnera uniquement que sur Mac.
si vous la formatez comment dirais-je, si vous formatez votre disque externe ou votre clé USB en exFAT, EXFAT, donc c'est la nouvelle FAT, le problème de la exFAT, c'est que c'est pas lisible sur tous les supports. Tandis que le NTFS, toutes les télévisions arrivent à lire une clé USB ou un disque externe USB formaté en NTFS. Ce qui n'est pas le cas pour l'exFAT. Donc moi je préfère formater mes supports en NTFS, mes disques externes en NTFS, et après je peux les lire n'importe où, sur un Windows, sous un Linux, sous une télévision ou autre. Donc pour ça j'utilise Paragon NTFS. C'est pour moi le meilleur logiciel d'écriture, de lecture-écriture en NTFS sur macOS, sous macOS. Désolé. Ensuite, alors la gestion des PDF sur Mac. Alors si vous travaillez avec beaucoup de documents PDF, ça c'est super important. Alors bien sûr, on peut travailler avec Aperçu, qui est gratuit et qui est fourni dans Mac. On peut ouvrir un PDF avec Aperçu. On peut même le modifier, mais c'est pas aussi poussé que le redoutable Adobe Acrobat Pro DC. DC pour Document Cloud. Donc Adobe Acrobat Pro, c'est vraiment un logiciel qui est payant, ça c'est sûr. Mais c'est aussi un des rares payants pour lesquels il faut payer. Parce que avec lui, on peut modifier un PDF, n'importe quel PDF, sans corrompre sa structure de fichier. Donc, pour lire les PDF, on peut ne rien installer. On peut utiliser l'application Aperçu qui est fournie gratuitement avec macOS X et macOS. Mais sinon, pour modifier et pour éditer les PDF, moi je conseille vraiment Adobe Acrobat Pro. Bon, il y a plein d'alternatives maintenant. De toute façon, si vous ne voulez pas utiliser Adobe Acrobat Pro, il y a plein d'alternatives à ça. Mais moi, toutes les alternatives que j'ai essayées, elles étaient toujours moyennes. Et surtout, lorsque j'ouvre un document PDF qui a été créé sous Windows, il y a toujours des problèmes, des disparités, des problèmes d'affichage. Tandis qu'avec Adobe Acrobat Pro, on n'a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment la licence nécessaire. Lorsqu'on est sous Mac, donc ça on va passer à un autre logiciel. Lorsqu'on est sous Mac, ce qui se passe, c'est que par défaut, on active le coupe-feu, c'est-à-dire le firewall du Mac, donc pour bloquer les connexions entrantes et parfois sortantes. D'accord ? On active le pare-feu, donc pour éviter que votre Mac communique avec l'extérieur sans que vous soyez au courant et qu'il envoie des informations à des serveurs qui l'interrogent. Donc il faut verrouiller son Mac. Donc pour ça. Donc d'accord ? Alors, soit on utilise le firewall qui s'appelle coupe-feu, donc le firewall du Mac, d'accord, qui est gratuit et qui est intégré à macOS, soit on utilise un firewall payant qui s'appelle Little Snitch, Little comme petit, Snitch, S-N-I-T-C-H. Little Snitch, il est super, mais son seul défaut, c'est d'être payant. Et on peut en fait bloquer les connexions entrantes et sortantes. On peut bloquer certaines applications en particulier. On peut bloquer certains ports. On peut bloquer certains ports en entrée et en sortie. Donc Little Snitch. Mais si vous n'avez pas envie de payer une licence pour Little Snitch, vous pouvez tout simplement télécharger un logiciel gratuit qui s'appelle Lulu. L-U-L-U. Donc Lulu. L-U-L-U. Donc Lulu qui est gratuit et qui est vraiment super. Il permet de filtrer les connexions entrantes et sortantes sur Mac. Il est pas en français, mais bon, en même temps, configurer un firewall, c'est pas. Si vous avez un peu l'habitude de ce genre d'outils, c'est pas non plus très compliqué. Hein. Donc on bloque les services, les applications qu'on souhaite, et on a vraiment le contrôle de sa connexion Internet. Ça, c'est ce que j'aime bien, quoi. Voilà. Vous voulez empêcher un logiciel de contrôler les mises à jour automatiquement, vous le bloquez en sortie. Voilà, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc Lulu, L-U-L-U. Donc j'ai mis l'adresse du site web, interface graphique. Donc voilà, hein, c'est pas avec le terminal, hein, c'est toujours graphique et gratuit. Le dernier logiciel de la liste pour la première partie de ce podcast, c'est Handbrake. Donc Handbrake, c'est comme le frein à main. Voilà.
Donc Handbrake en un seul mot. Alors qu'est-ce que c'est Handbrake? Ben, c'est simple, c'est un logiciel qui permet, donc un logiciel qui est gratuit, libre et gratuit, qui permet de convertir tout. On peut convertir on peut convertir des fichiers audio, des fichiers vidéo, appliquer des filtres. Voilà, donc c'est vraiment le convertisseur utile sur Mac. Si vous travaillez beaucoup avec des fichiers vidéo et avec des formats de fichiers différents, ben vous allez vraiment apprécier Handbrake, qui est gratuit. Parce qu'il existe plein de logiciels payants, mais qui font pareil, hein, sauf qu'ils sont payants. Parce que là, on peut vraiment tout gérer, mais en gratuit. Fichier MP4, fichier MKV, fichier WebDM, fichier AVI, enfin tous les codecs, hein, voilà, le H265, MP4, tout est possible. L'audio, l'AAC, le FLAC, le MP3, on peut travailler tous les formats audio et vidéo. Et l'interface, elle est relativement facile à prendre en main. Une fois qu'on en a un peu l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc on met un fichier en entrée, on choisit un format de sortie et on paramètre l'échantillonnage et autres, et on fait l'exportation. Donc Handbrake, très utile et aussi gratuit. Donc ce sera tout pour cette première partie du podcast. J'ai essayé de présenter un maximum de logiciels gratuits. Bon, c'est vrai que dans la liste des 20, j'en ai proposé un ou deux payants, mais qui étaient pour moi indispensables. C'était parce que je ne retrouve pas en fait d'équivalent gratuit aussi bon. C'était Adobe Acrobat Pro et Paragon NTFS pour Mac. Et Crossover, il y en a 3, voilà. Bon, bah c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont payants, mais vous n'êtes pas obligé de les acheter. Hein. Si vraiment, encore, pour les acheter, il faut en avoir l'utilité. Si on n'a pas l'utilité, c'est pas la peine de les pirater. Hein. On les prend pas. On utilise uniquement ce dont on a besoin. Et on ne se met pas en porte-à-faux en téléchargeant des fichiers illégaux, ça sert à rien. Donc voilà. Donc dans la liste de tous les logiciels qu'il faut retenir dans cette première partie, c'est Resolutionator, Magnet Pro, CleanMyMac X, Transmission BT, Audacity, Wondershare Filmora, Mist, IINA, donc VLC éventuellement, Mac GPT, donc l'agent conversationnel de ChatGPT, OnlyOffice, la suite bureautique, Crystal Fetch pour télécharger un fichier ISO de n'importe quelle version de Windows, Install Disk Creator pour créer sa clé USB sans le terminal, bootable sans le terminal, UTM, Pixelmator Pro, Crossover, Paragon NTFS pour Mac, Adobe Acrobat Pro, Lulu, et Handbrake. Donc j'espère que tous ces logiciels, vous allez les utiliser, vous allez les découvrir si vous les connaissez pas. Et j'espère que parmi tous ceux que j'ai essayé dans ce condensé de proposer, vous allez en découvrir certains qui vont vous changer la vie. Donc voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Bon voilà. J'espère que le podcast vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires en bas du podcast, vous pouvez mettre des notes, des étoiles, sur Apple Podcast, sur Spotify, ou la plateforme d'écoute que vous utilisez, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur le site macplanet.com/forum ou bien forum.macplanet.com. Vous allez sur le forum, vous ouvrez une discussion et vous posez vos questions. Dans la plupart des cas, j'essaye de répondre aux questions. Si moi je ne réponds pas, d'autres utilisateurs du forum vont vous répondre. D'accord ? Voilà, donc c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et une bonne écoute du podcast. Merci de nous avoir écoutés.